Que se passe-t-il lorsqu'un chef d'État étranger ose dire tout haut ce que vos propres dirigeants taisent depuis toujours? Imaginez, un président africain, Ibrahim Traoré, venu tout droit du Burkina Faso, prend la parole sans détour devant tout le peuple jamaïcain. Pas de langue de bois, pas de faux-semblants. Juste la vérité, brute, lancée comme un pavé dans la mare. Son message a claqué comme un orage sur Kingston. Corruption, argent public disparu et dirigeants silencieux. En l'espace d'un discours, il dévoile ce que personne n'osait dire, réveillant des milliers de consciences. Le gouvernement jamaïcain, piqué au vif, réagit immédiatement. Le Premier ministre Holness pose un ultimatum. 48 heures pour présenter des excuses publiques, sinon les sanctions tomberont. Mais Traoré refuse catégoriquement de s'excuser. Aucun mot de regret, aucune marche arrière. Et soudain, la rue s'agite. Le peuple jamaïcain, jusque-là silencieux, commence à se réveiller. Les réseaux sociaux s'enflamment. Les groupes WhatsApp, les marchés, les universités, tout le monde débat. Et s'il avait raison? Dans cette histoire, chaque détail compte. Ce n'est pas un scoop de journal. Ce n'est pas une conférence de presse froide. C'est un récit partagé comme une discussion intime, de personne à personne, chacun cherchant à comprendre où la vérité se cache. Le risque? Si personne n'écoute, la corruption continue de ronger le pays. Mais si le peuple s'empare du message, tout peut basculer. Alors, comment un simple discours a-t-il pu mettre toute une nation en ébullition et forcer le pouvoir à se justifier? Pour le savoir, il faut remonter au tout début de cette incroyable histoire. Revenons ensemble sur la scène de Kingston, là où tout a commencé, et découvrons comment les premiers mots de Traoré ont déclenché une onde de choc inédite. La Jamaïque et le Burkina Faso. Deux peuples, un même combat? Voilà la question qui brûle sur toutes les lèvres alors que l'histoire s'apprête à basculer. Quand Ibrahim Traoré foule le sol de Kingston, il n'est pas simplement un chef d'État en visite officielle. Il est accueilli comme un frère, un fils d'Afrique que l'on retrouve après des siècles de séparation. Les embrassades sont sincères, les regards complices, et l'accueil résonne comme un retour aux sources. Dans la mémoire collective jamaïcaine, le lien avec l'Afrique n'est pas une simple idée. C'est une blessure héritée de l'esclavage, mais aussi une force nourrie par l'esprit de résistance. Un héritage que Bob Marley a chanté et que chaque Jamaïcain ressent encore au fond de lui. Pourtant, derrière la chaleur des sourires, le tableau social et politique jamaïcain est sombre. Les ruines des hôpitaux témoignent d'un système de santé à bout de souffle. Trop de femmes meurent en donnant la vie, faute de soins et de médicaments. Les écoles, souvent à l'abandon, voient des enfants s'asseoir à même le sol, sans livres ni professeurs. Le chômage frappe de plein fouet, surtout les jeunes, nombreux à rêver d'un avenir ailleurs, loin de Kingston et de Montego Bay. Dans les campagnes, l'agriculture est sacrifiée. Les terres fertiles ne profitent plus aux paysans. Les importations étrangères asphyxient les marchés locaux, et les récoltes ne nourrissent plus ceux qui les font pousser. Mais le mal le plus corrosif ronge la société de l'intérieur, la corruption. Des milliards de dollars jamaïcains disparaissent chaque année dans des contrats fantômes, des salaires versés à des employés invisibles, des hôpitaux ou des écoles promis mais jamais construits. Ce sont les élites, installées dans leur confort, qui profitent pendant que le peuple peine à remplir ses assiettes ou à soigner ses enfants. Un sentiment d'injustice profond grandit, nourri par les scandales à répétition et l'absence de réponse claire. Le peuple voit ses richesses accaparées, ses voix étouffées, son avenir compromis. Dans ce contexte brûlant, la jeunesse jamaïcaine ne reste pas les bras croisés. Elle s'engage, débat, se réunit dans les quartiers, sur les campus, dans les marchés, prête à écouter une voix différente, une voix venue d'Afrique. L'invitation officielle à Ibrahim Traoré de s'exprimer n'est donc pas anodine. Ce soir-là, l'auditorium est plein à craquer, majoritairement de jeunes, tous avides de vérité et d'espoir. Les journalistes sont là, les militants aussi, chacun attendant des mots qui pourraient enfin briser le silence et réveiller les consciences. Car ici, l'enjeu n'est pas seulement politique.
Si la société continue à ignorer les vrais problèmes, c'est toute une génération qui perdra espoir. C'est l'avenir même de la Jamaïque qui vacille. Le choix est simple. Subir en silence ou se lever pour reprendre ce qui lui revient de droit. C'est dans ce climat électrique, chargé d'attente et de frustration, que Traoré s'avance vers le pupitre. Quelques instants plus tard, ses premiers mots vont résonner comme un séisme à travers toute la Jamaïque. Mais qu'a-t-il vraiment dit ce soir-là, devant un public suspendu à ses lèvres? Les paroles de Traoré, inattendues et percutantes, vont déclencher une onde de choc dont personne n'imagine encore la portée. Quand les mots font trembler les puissants. Dans l'auditorium bondé de Kingston, Ibrahim Traoré se dresse face à l'élite politique et prononce des paroles qui claquent comme un tonnerre. Votre plus grand ennemi, c'est la corruption. Vos dirigeants siègent sur des trônes érigés sur vos dos. L'argent du peuple disparaît, des contrats offerts à des cousins, des hôpitaux en ruine, des écoles abandonnées pendant que certains construisent des palais. À peine les mots ont-ils franchi ses lèvres que la salle se divise. Les jeunes, l'étincelle dans le regard, s'élèvent et applaudissent à tout rompre. Les journalistes captent chaque mot, sentant que l'instant est historique. En revanche, l'atmosphère se tend du côté des politiciens. Visages fermés, chuchotements, certains quittent la salle, vexés. Un vieux député, outré, se lève et sort sans un mot, suivi par une poignée d'autres qui claquent à la porte, rouges de colère. Mais dehors, la parole de Traoré s'enflamme. Dès la fin du discours, les premiers enregistrements circulent sur WhatsApp. Dans les marchés de Kingston, les mots « assez de vol, rendez-nous notre argent » deviennent un refrain. À la radio, dans les taxis, sur les réseaux sociaux, la vidéo s'installe dans toutes les oreilles. En moins d'une demi-journée, chaque quartier bourdonne. L'as-tu entendu? Il dit vrai. La société jamaïcaine se divise. Dans les bureaux, les marchés, les universités, on débat sans relâche. Était-ce une insulte de la part d'un étranger ou un électrochoc nécessaire? Les anciens défendent l'honneur national, certains crient à la provocation, d'autres murmurent que la vérité fait mal, mais qu'elle est vitale. Les jeunes, galvanisés, s'organisent pour amplifier le message. Il a osé dire ce que nous pensons tous. Enfin, quelqu'un parle pour nous. De la côte de Montego Bay aux montagnes bleues, la question brûle sur toutes les lèvres. Oserons-nous regarder la vérité en face? Prendre parti pour cette parole, c'est risquer la répression, mais c'est aussi affirmer sa dignité. La tension monte, palpable, tandis que l'État s'agite et que le peuple s'éveille. Mais la situation atteint bientôt son point de rupture. Face à la montée du peuple, le gouvernement réagit avec fermeté et pose un ultimatum à Traoré. Le choix entre soumission et résistance s'impose à tous. 48 heures pour s'excuser ou pour réveiller une nation. Voici l'ultimatum solennel lancé par le Premier ministre. Soit Ibrahim Traoré présente des excuses publiques, soit la Jamaïque rompt ses relations diplomatiques, coupant un pont fragile entre l'Afrique et les Caraïbes. Le compte à rebours s'affiche sur tous les écrans. Les débats s'enflamment dans les écoles, les marchés, jusque dans les salons, chacun sentant que l'heure n'est plus aux demi-mesures. Mais au lieu de plier, Traoré choisit la vérité et la dignité. Il apparaît sur la télévision nationale, calme, déterminé, et répète son message sans rien retirer. Je parle pour le peuple, pas contre lui. Dans la nuit, la vidéo de son discours parcourt l'île à toute vitesse. Les jeunes y voient un miroir de leurs aspirations. Les parents se rappellent leurs rêves d'un pays juste. Loin d'éteindre la contestation, l'ultimatum jette de l'huile sur le feu. Dans les heures qui suivent, des milliers de personnes descendent dans les rues de Kingston, de Montego Bay, de Spanish Town. Les slogans fusent. L'argent du peuple pour le peuple. Assez de corruption. Traoré, tu n'es pas seul. Les réseaux sociaux s'embrasent. TikTok, WhatsApp et Facebook deviennent des tribunes populaires. Une mobilisation inédite émerge, portée par les étudiants, les artistes, les enseignants, mais aussi des organisations de la diaspora africaine et caraïbéenne, solidaires au-delà des frontières. L'effet domino ne tarde pas. Des manifestants se regroupent devant les bâtiments officiels, réclamant transparence et justice. Des ONG publient des rapports accablants sur la gestion des fonds publics.
En à peine quelques jours, des documents confidentiels fuitent dans la presse. Contrats attribués sans appel d'offres, fausses factures, ministres impliqués dans des montages frauduleux. L'indignation redouble lorsque des témoignages anonymes révèlent que plusieurs hôpitaux et écoles n'ont jamais reçu l'argent promis. Face à la pression, certains responsables politiques paniquent. Plusieurs ministres démissionnent pour éviter le scandale. Le gouvernement vacille, pris entre la colère de la rue et la panique des salons du pouvoir. Les médias internationaux s'emparent de l'affaire. Des journaux de Londres, Paris et Dakar titrent sur « La révolte jamaïcaine », tandis que des leaders africains expriment leur soutien ouvertement. La solidarité entre l'Afrique et les Caraïbes explose. Des artistes de Lagos, Cotonou ou Abidjan envoient des messages de soutien. Des intellectuels rappellent l'héritage commun de résistance. Des collectifs caribéens appellent à la grève générale. Partout, la jeunesse s'organise. Débats publics, sit-ins, pétitions, relayés par les plus grands médias du monde. À ce stade, ce n'est plus seulement la réputation du gouvernement qui est en jeu, mais l'équilibre politique du pays et la confiance du peuple entier. La Jamaïque n'a pas connu une telle mobilisation depuis des décennies. Chaque jour, le pouvoir s'effrite un peu plus, sous la pression de la rue et des révélations. Mais tout le monde s'interroge. Jusqu'où ira cette vague? Peut-elle vraiment changer l'histoire? La résistance populaire commence à porter ses fruits. Mais la route ne fait que commencer. Le prix à payer sera-t-il trop lourd pour que la victoire soit durable? Et jusqu'où la vérité peut-elle renverser l'ordre établi? Le compte à rebours touche à sa fin. Tandis que la rue gronde et que le monde observe, c'est l'heure du choix. Recul du pouvoir ou naissance d'une nouvelle ère jamaïcaine? Après la tempête, comment bâtir une Jamaïque nouvelle? Maintenant que la vérité a éclaté comme jamais, que faire pour transformer cette énergie en changement durable? Il ne suffit pas de dénoncer, il faut agir, ensemble, pour que l'espoir ne retombe pas comme une vague sur le sable. Depuis le discours, la mobilisation est sans précédent. Déjà, des projets de loi contre la corruption sont en préparation. Des audits indépendants ont été lancés et un fonds spécial pour l'emploi des jeunes est en train de voir le jour. Ces premières mesures concrètes montrent que l'élan populaire force la main aux responsables, mais cela n'est qu'un début. Dans les rues et sur les réseaux, de nouveaux outils citoyens fleurissent. Des applications permettent désormais de signaler les détournements d'argent public, tandis que des comités de vigilance naissent dans chaque quartier. Pour la première fois, médias, églises et syndicats forment des coalitions pour surveiller ensemble l'action du gouvernement et exiger des comptes. La peur change de camp. L'impact dépasse les frontières. La Jamaïque dialogue désormais avec le Burkina Faso et d'autres pays africains pour partager des solutions concrètes. De l'éducation à l'agriculture, en passant par l'énergie solaire et la lutte contre les détournements. Cette coopération sud-sud, autrefois un simple slogan, prend enfin vie. Un nouvel espoir souffle entre l'Afrique et les Caraïbes. Mais Traoré l'a rappelé, rien ne se gagne sans organisation et vigilance. Il appelle chaque citoyen à rester pacifique mais ferme, à refuser toute récupération politique, à formuler des exigences précises pour les prochaines élections. La mobilisation ne doit pas être un feu de paille, elle doit s'inscrire dans la durée par des actes concrets et une veille constante. Imaginez l'avenir, des hôpitaux enfin rénovés, des écoles équipées pour tous, une économie florissante où les jeunes trouvent à leur place, des dirigeants intègres, respectés à l'international. Un pays où la solidarité est plus forte que les vieilles divisions, où chacun se sent responsable de la suite. Ce rêve n'est plus hors de portée. Il dépend de notre action aujourd'hui. Ne rien faire maintenant, ce serait laisser retomber l'espoir et donner raison à ceux qui profitent du système. Agir, c'est prendre un risque, c'est vrai, mais c'est aussi saisir une opportunité historique que la Jamaïque n'a pas connue depuis des générations. Il ne reste plus qu'à transformer l'essai. Mais comment maintenir la pression, éviter les pièges et garantir que la voix du peuple ne soit plus jamais étouffée? Voyons comment la suite peut se jouer, ensemble. La vérité n'attend pas d'excuses. Et vous, que ferez-vous de ce réveil? Ce n'est pas un slogan, ni un appel creux. C'est un miroir tendu à chacun. Car cette histoire, celle de l'éveil né de la parole d'un outsider africain, n'appartient plus à Ibrahim Traoré.
Elle est devenue la vôtre, la nôtre, la preuve vivante qu'aucune frontière ne peut éteindre la puissance de la vérité. Face à la corruption, face à l'injustice, il n'existe pas de héros providentiels. Il existe seulement des citoyens debout, ensemble, décidés à ne plus détourner le regard. La victoire n'est jamais acquise. Elle dépend de chaque citoyen, chaque jour. Elle se forge dans les actes, dans la vigilance, dans la solidarité concrète, pas dans les discours. Ce n'est pas à Kingston, ni à Ouagadougou, ni à Port-au-Prince, que se joue le destin d'une nation. C'est dans l'audace de dire non, dans l'élan de dire oui à l'action collective, dans la capacité à transformer l'indignation en solution, le désespoir en énergie. Chaque billet public retrouvé, chaque voix qui ose briser le silence, chaque main tendue à son voisin construit ce fameux pouvoir populaire dont rêvent tant de peuples. Rappelez-vous, la vérité ne s'offre pas, elle se conquiert. Et la solidarité entre Afrique et Caraïbes n'est pas un symbole, mais un moteur. Quand une parole sincère réveille des milliers de consciences, une nation entière se met en marche. Reste à savoir si cette marche deviendra un chemin ou retournera à l'oubli. Cela dépend de vous et de personne d'autre. Alors, que retiendrez-vous de ce moment? Le choc d'une vérité dérangeante ou la promesse d'un avenir à bâtir ensemble?